third of us who are arranging this seminar. It's Salima Yambou from the Greens in France. I'm so happy that you are here, Salima. So please, the floor is yours. Merci beaucoup, Alice. C'était vraiment très intéressant et comme tu l'as dit, on aurait pu rester à discuter pendant encore très très longtemps avec toutes ces personnes qui nous enrichissent, qui nous permettent d'avancer dans nos réflexions. Donc, je vais prendre le relais pour vous présenter la deuxième table ronde de ce webinaire dédié au racisme culturel et à la diversité dans la sphère médiatique. Je tiens particulièrement à cet échange qui va nourrir et lancer le travail sur un rapport d'initiative et ça répond un petit peu à une question que j'ai vue dans le chat, dont je suis la rapportrice au sein de la commission culture et éducation du Parlement européen. Ce rapport se concentre sur le rôle de la culture, de l'éducation, du sport et des médias dans la lutte contre le racisme. Voilà, donc on va faire un focus sur les médias, la culture aussi, la façon dont les personnes issues d'un groupe racial ou ethnique minoritaire sont présentées, ou pas représentées d'ailleurs, dans les médias, où le fait que l'on n'en parle pas peut renforcer les stéréotypes négatifs et leur sous-représentation dans les professions des médias, qui accentue encore plus cette tendance. Comment l'Europe peut-elle veiller au respect de la diversité et de l'inclusion dans ces industries du cinéma, de la télévision, de la VOD, ainsi que dans le monde de la culture et de l'information? Récemment, les mobilisations autour de Black Lives Matter ont placé la diversité et l'inclusion au cœur de l'actualité. Qu'en est-il des industries audiovisuelles et culturelles en Europe? Comment renforcer la diversité et l'inclusion dans les processus créatifs de la production de contenu? Et quelle est notre représentation dans la sphère médiatique? Pour essayer de commencer à répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de vous présenter les deux intervenants. Donc, Rachid Arabe, je commence par vous parce qu'en fait, vous êtes le seul homme, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, je commence par vous. Donc, vous avez été journaliste, vous êtes toujours journaliste, tour à tour chef du service politique d'Antenne 2. Grand reporter, alors Antenne 2 c'est pour les plus âgés, hein, maintenant c'est France 2. Animateur de J'ai rendez-vous avec vous de 2000 à 2007 sur France 2 du coup. Vous avez été membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel de 2007 à 2013, donc en France tout ça. Au sein du CSA, vous avez présidé le groupe de travail sur la diversité avec la mission de veiller à la représentation justement de cette diversité de notre société dans les médias audiovisuels. Et puis, nous avons aussi Ayoko Mensah, qui est une spécialiste des cultures et auteure. Depuis 2016, vous avez travaillé comme programmatrice d'artistes et vous êtes conseillère institutionnelle pour le département Afrique du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Après avoir dirigé la revue Africulture de 2005 à 2008 et fondé et édité le magazine Afriscope à Paris, vous avez travaillé comme spécialiste pour le programme de soutien UE-ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Donc, depuis 2000, vous êtes également consultante pour plusieurs organisations, l'UNESCO, Commission européenne par exemple, et vous intervenez régulièrement dans des colloques internationaux en Afrique, en Europe, aux États-Unis et en Chine. Et vous nous faites aussi le plaisir d'être là aujourd'hui avec nous. Donc, un grand merci déjà d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir et de pouvoir vous entendre. Alors, on a prévu tout d'abord un petit temps pour chacun pour vous laisser vous exprimer sur le sujet. Puis, de la même manière que pour le premier panel, des questions-réponses, et je crois qu'on va en avoir beaucoup. Donc, sans plus attendre, je vous donne la parole, Monsieur Rachid Arabe, pour 7-8 minutes. Voilà, c'est à vous. Merci et bravo d'organiser cette réunion. Effectivement, ça m'a frappé tout de suite que j'étais très minoritaire dans ce panel, mais il y a des minorités plus agréables à vivre. Donc, celle-ci en fait partie. Merci à toutes et ravi de vous avoir écouté. Je me présente, même si Salima a eu la gentillesse de le faire. Je suis né en Algérie. Je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans.
J'ai été ensuite journaliste, comme Salima l'a rappelé, et ensuite membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc, c'est le régulateur français du secteur de l'audiovisuel. C'est peut-être ces deux qualités-là qui me permettent d'essayer de faire avancer la réflexion telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui. Je vais essayer de le faire d'une façon très concrète. Lorsque j'étais membre du CSA, j'ai lancé ce qu'on a appelé l'Observatoire de la diversité dans l'audiovisuel. C'était en fait un outil qui manquait à la panoplie de la décision politique pour essayer de mesurer si, comme tout le monde le sent de façon assez forte, il y a, oui ou non, une non-représentation des diversités dans les télévisions françaises. Au passage, je vais partager avec vous quelque chose qui me travaille beaucoup. Je n'aime pas le mot diversité. Je n'aime pas le mot diversité parce que pour moi, la diversité, ça se rapporte à la faune et à la flore. J'ai toujours du mal avec cette notion de diversité pour les êtres humains. Mais c'est un mot valise, comme on dit aujourd'hui, qui nous permet d'avancer. Et moi, je lui préfère de plus en plus le mot d'interculturalité. Mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc, je vais continuer de parler aujourd'hui, pour des raisons de commodité, de diversité et de la façon dont on a travaillé au CSA sur cette question, parce que je veux essayer d'être concret et d'apporter à ceux qui nous écoutent en Europe non pas des solutions, mais des clés pour essayer d'avancer sur ce sujet-là. On a travaillé d'une façon très scientifique. En fait, la Constitution française nous interdit de nous compter en fonction de nos origines. Ça, c'est le côté officiel, c'est la Constitution dans son bon sens du terme, qui fait qu'on n'a pas le droit de faire la différence entre un tel et un tel en fonction de ses origines. Et donc, on est interdit de compter les origines des uns et des autres. C'est une forme d'hypocrisie, mais c'est une hypocrisie qui a une raison démocratique au départ. Et donc, ce qu'on a fait à cette époque-là, c'est qu'on a confié à une équipe de sociologues d'étudier tous les 6 mois la programmation de l'ensemble des chaînes de télévision françaises et de repérer au sein de ces programmes un certain nombre de personnes et qu'on a classifiées avec une classification qui permettait de contourner un peu les interdits. On a demandé donc à nos sociologues de pointer l'apparition des gens en fonction de leur apparence, donc les personnes vues comme noires, vues comme asiatiques, vues comme non-blancs, vues comme maghrébins. C'est ce qui nous a permis de monter un outil qui a été un outil scientifiquement labellisé et qui nous a permis de constater ce qu'on savait déjà d'une façon intuitive, qu'effectivement les différentes origines de la société française ne sont pas représentées au sein de la télévision française. Alors, c'était à l'époque, en 2008, que j'ai lancé cette opération. Nous avons mesuré pendant 6 ans l'évolution de ce baromètre, une évolution qui était très, très faible. En gros, les choses n'ont pas beaucoup bougé. On voit toujours des Noirs dans le registre soit de chanteurs de musique ou de joueurs de musique ou de chanteurs, ou alors des Arabes dans le rôle de dealers. On est quand même encore très souvent dans les stéréotypes et les clichés dont on parlait au tout début. Malgré tout, ça nous a permis de montrer aux autorités françaises une réalité objective qui avait été chiffrée. Et moi, je pense que c'est important aujourd'hui de le faire pays par pays, mais aussi de le faire au niveau européen. J'aurai peut-être une proposition à vous faire un tout petit peu plus tard. Donc, des discriminations, il continue d'y en avoir visiblement. Je ne sais pas si elles sont structurelles, je pense que oui. Elles sont structurelles parce que, je disais je ne sais pas, j'ai une intuition personnelle qui est que c'est structurel, parce que quand je faisais mesurer ces discriminations, selon moi, en matière d'apparition dans les chaînes de télévision, je faisais le rapprochement avec une autre discrimination, qui est la discrimination sociale. Et j'étais frappé à l'époque qu'on ne voyait pas beaucoup de journalistes qui s'appelaient Rachid, mais on voyait aussi assez peu de journalistes qui venaient de couches sociales plus basses dans la société française. On voyait peu de fils d'agriculteurs devenir journalistes et on pourrait tirer ainsi le fil de toutes les discriminations qui, d'une certaine façon, s'empilent.
L'autre thématique qui m'a été évoquée par vos échanges lors de la première heure, que j'ai trouvé vraiment très intéressante, je crois que c'est Madame Pierrette Herzberger Fofana qui a évoqué ça tout à l'heure, qui a eu la bonne idée d'évoquer ce qui a été effectivement commandé en France, le rapport de Benjamin Stora, qui a été fait sur la relation entre la France et l'Algérie, donc entre la France, la puissance coloniale, et son ancienne colonie. C'est un rapport que vous avez peut-être vu, qui est un rapport courageux, mais qui est un rapport qui a, d'une certaine façon, déchaîné à nouveau les passions. Et cette question de la colonie, des colonies, je pense que c'est une question qui continue de nous poursuivre en Europe. Et tant qu'on ne l'aura pas abordée d'une façon la plus saine possible, on aura du mal à avancer. Parce que ce que j'ai constaté, moi, dans la relation franco-algérienne, qui est celle qui me porte, celle qui est génétiquement la mienne, c'est que tout simplement, tant que l'histoire n'est pas racontée de la façon la plus objective possible, on a du mal à avancer, et on l'a bien vu à l'occasion du rapport de monsieur Stora, qui est un historien reconnu. On a constaté qu'il y a encore énormément de résistance, encore énormément de réactions très négatives. Et c'est ce qui prouve d'ailleurs que très souvent, le racisme, ou en tout cas la discrimination, vient de très loin. Vient de très loin et souvent quelque chose qui est porté culturellement. Moi, je suis très frappé que dans le pays dans lequel je vis, la France, il y a aujourd'hui encore des blocages qui remontent non pas à nos expériences personnelles, mais aux expériences de nos parents et de nos grands-parents. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Et je pense que là-dessus, il y a certainement un gros travail à faire. On peut tous faire un travail personnel, mais je pense qu'il y a un moment un travail collectif à faire. Et là aussi, c'est le deuxième point sur lequel j'interpelle l'Europe d'une certaine façon. Je pense qu'il y a quelque chose à créer. Moi, j'ai une idée, par exemple, à suggérer à Salima, qui la transmettra à ses collègues parlementaires. Nous avons fait ce travail quand j'étais membre du CSA et j'ai rencontré régulièrement à l'époque un certain nombre de régulateurs européens qui travaillaient aussi sur ces questions que je n'aime pas appeler de diversité. Et je me suis rendu compte qu'on travaillait chacun de notre côté, qu'on était chacun dans la mesure de ce qui se passait chez nous, sans trop regarder ce qui se passait ailleurs. Et je pense que ça, c'est une erreur fondamentale. C'est quelque chose qui nous enferme dans nos propres histoires sans essayer de regarder ça d'une façon plus large. Et la dernière chose que je voudrais dire, avant de laisser la parole à Yoko, que je serais ravi d'entendre en raison de ce que j'ai entendu qu'elle mène comme combat elle-même sur le plan strictement culturel. La dernière chose que j'ai envie de dire, et là aussi je m'adresse à ceux et à celles qui sont là, mais aussi à la représentation européenne, il me semble, moi, que notre Europe, elle tourne le dos au Sud. Elle continue de tourner le dos au Sud. Elle parle tout le temps au Nord. Et quand elle parle au Sud, elle lui parle d'une façon encore, qu'on le veuille ou non, condescendante. Et je pense que ça, c'est un très gros travail à faire pour l'Europe, qui est une puissance importante, mais qui a à côté d'elle, en Afrique, une autre puissance importante, qui n'est peut-être pas aussi bien organisée que la puissance européenne, mais qui est une puissance culturelle notamment, et qui a besoin de s'exprimer un peu autrement. Et puis surtout, je pense que cette relation, elle doit passer par une relation économique d'égal à égal. À titre personnel, moi qui suis un enfant d'Algérie qui vit en France, je ne supporte pas cette idée que la relation passe toujours du nord au sud et jamais du sud au nord. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui pourra parler à Yoko, cette idée que la culture, l'interculturalité, un des blocages sur lesquels on ne réussit pas à avancer, c'est qu'on continue de regarder la culture au sud comme quelque chose d'anecdotique et qu'on considère toujours que la culture au nord est quelque chose de suprême. Merci beaucoup, Rachid. C'était vraiment très riche et je partage la totalité de ce que vous avez dit et en particulier ce rapport. Et puis Pierrette, on pourra peut-être en discuter de ce rapport à un autre moment. Du coup, à Yoko, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup Salima, merci Rachid, merci vraiment à vous, voilà, qui avez organisé effectivement ce séminaire important. Je voudrais vraiment revenir sur la qualité aussi du premier panel parce que j'ai trouvé formidablement
voilà, clair et percutant et qui adressait en fait vraiment les questions. Nous sommes donc plus autour effectivement des enjeux dans les médias et de ce racisme structurel dont aujourd'hui on arrive à parler dans toutes les sphères de la société. Et ça me semble effectivement une bonne chose parce que ce n'était pas le cas il y a encore, à mon avis, ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Comme vous l'avez dit, Salima, donc moi je suis en fait franco-togolaise, j'ai une double nationalité, j'ai un père togolais, j'ai une mère française et je suis née en France, voilà, exactement en 1968. Donc c'est peut-être ce qui peut expliquer un peu des fois aussi une tendance à être un peu révolutionnaire, puisque je me considère aussi comme une activiste en fait. J'ai fait des études de journalisme, mais c'était vraiment pour effectivement déjà m'engager dans une reconnaissance en fait des cultures, des artistes africains et afrodescendants que je voyais autour de moi, que j'avais la chance de côtoyer par mon milieu familial et qui étaient souvent totalement absents des médias, totalement absent des chaînes de télévision. Et j'en revenais pas, en fait. Je me disais, mais c'est pas possible parce que beaucoup, effectivement, de ces artistes, de ces intellectuels, soit sont passés, ont étudié en France, soit s'y sont installés. Et pendant longtemps, il y avait cette invisibilité de toute cette scène artistique qui me frappait. Et ça a beaucoup, beaucoup déterminé mon parcours professionnel et mon engagement en tant que journaliste. Je voudrais peut-être, je vais essayer de structurer mon intervention en 3 points assez clairs, mais peut-être d'abord souligner le fait que je pense qu'aujourd'hui, on passe en fait du déni à une prise de conscience de ce racisme structurel, non seulement dans la sphère médiatique, mais aussi dans la sphère culturelle. Le deuxième point, c'est peut-être aussi, je voudrais aborder et aussi saluer le courage de journalistes qui finalement dénoncent ce racisme structurel, faute aussi de réelles politiques qui sont adaptées, qui font bouger les choses. Ça reste un domaine extrêmement frileux où les choses avancent lentement. Et du coup, il y a vraiment des initiatives qui sont des initiatives individuelles, mais qui essayent vraiment de mettre en lumière ce racisme structurel pour faire évoluer effectivement un certain nombre de pratiques. Et puis, en dernier point, en fait, je me permettrai juste peut-être de donner quelques bonnes pratiques ou quelques pistes d'intervention qui pourraient être intéressantes à explorer, qui le sont déjà d'ailleurs, mais qui pourraient être peut-être dupliquées plus largement dans différents pays. Donc, tout d'abord, la question du déni, il me semble qu'elle a été extrêmement forte dans le domaine des médias. Je ne sais pas si Rachid aussi me suivra là-dessus, mais c'est-à-dire que on avait vraiment l'impression que toute cette sphère effectivement médiatique et culturelle a assez longtemps considérée comme l'une des plus éclairées en fait, de la société et n'arrivait pas à prendre conscience en fait qu'elle-même était totalement finalement perclue, baignée dans un racisme institutionnel qui est, comme le disait si bien Julie Desnard, qui est vraiment embedded, qui constitue en fait vraiment l'histoire même, l'ADN de nos sociétés. Et ça, c'était quelque chose qui était totalement dénié pendant vraiment très, très longtemps. Moi, j'ai commencé toute ma carrière journalistique et ça n'existait pas. On ne pouvait même pas en parler. Et si un journaliste issu des minorités en parlait, mais on le regardait vraiment pratiquement non seulement comme un extraterrestre, mais c'était presque un moyen finalement d'être exclu je veux dire notamment des grands médias. Donc, moi, j'ai assisté progressivement quand même, et notamment très récemment, là, avec toute la mobilisation, le mouvement Black Lives Matter, évidemment, la mort de George Floyd, à une certaine
prise de conscience des grands médias qu'en fait, ils avaient un retard énorme sur, je veux dire, aujourd'hui, la mixité sociale et les composantes, les différentes composantes ethno-sociales de leur société, et que donc, il y avait une sorte de gap euh, qui, euh, qui s'était fait. Je pense aussi, ce qui est très intéressant, c'est de voir finalement le poids croissant et le changement total de paysage qui s'est opéré en une dizaine d'années avec l'explosion du digital, des podcasts et de tous les sites d'information. C'est-à-dire que ce qui est vraiment, je trouve très intéressant, c'est de voir à quel point le paysage médiatique s'est modifié, évidemment partout en Europe, mais aussi dans le monde, et que aujourd'hui, finalement, grâce au digital, les communautés n'attendent plus, j'allais dire, d'un quelconque média les informations, mais créent leurs propres médias. Et donc, on a effectivement vraiment des archipels extrêmement variés et dynamiques, en fait, de multiples sources d'informations. Et cette horizontalité, qui est une horizontalité donc nouvelle, a obligé en fait les médias plus importants, mainstream, à ben, d'abord découvrir qu'en fait, il y avait effectivement toute cette diversité de publics et maintenant aussi de contenu, et à se repositionner en fait, et à prendre conscience aussi de leurs propres lacunes. Donc, ça, je trouve, un élément important. Après, je pense que même si on n'est plus totalement dans le déni, il y a encore une énorme frilosité que je ne m'explique pas, parce que je ne m'explique pas que dans toujours aujourd'hui la plupart de grands médias européens, que ce soit en presse écrite, télé et tout ça, on ne compte que un ou deux journalistes de couleur ou d'origine voilà, africaine ou autre qu'européenne, ou on va dire occidentale. Et quand on en a un, ben souvent c'est voilà, c'est on va dire ça suffit. Hein, c'est voilà, on a son noir ou son arabe ou son asiatique. Je ne m'explique pas en fait cette grande frilosité. Donc là, je pense qu'il y a vraiment, en fait, en termes de politique, en fait, de recrutement dans les médias, de véritables incitants, en fait, à mettre en place une véritable réflexion, et du coup, en fait, à la fois une formation, en fait, hein, des dirigeants des médias. Le deuxième point donc, que j'ai abordé brièvement, c'est pour revenir, je voudrais revenir et rendre hommage en fait à certaines de mes collègues. Alors, nous sommes déjà de nombreuses femmes aujourd'hui dans ce séminaire, et il se trouve que là, je vais citer encore 3 femmes, comme quoi, à mon avis, il n'y a pas tout à fait de hasard, mais aujourd'hui, les femmes sont vraiment au devant de ce combat. 3 femmes qui se mobilisent en fait, et de manière extrêmement courageuse, parce qu'elles sont souvent dans des situations difficiles. Je voudrais parler rapidement de Cécile Djonga, qui est donc à la fois journaliste, présentatrice à la RTBF et comédienne, qui a été vraiment victime de racisme, et qui aujourd'hui a mené tout un long processus pour pouvoir porter plainte. Et donc, le premier procès a eu lieu en janvier là, 2021. Mais il faut savoir que sur les 10 plaintes qu'elle a déposées donc, pour racisme, puisque ça a vraiment été très, très dur, finalement, une seule a pu aboutir. Donc, c'est pour montrer qu'en fait, finalement, aujourd'hui, si on veut vraiment combattre le racisme, il faut aussi que tous ces processus-là puissent être aussi soutenus, facilités, parce qu'en fait, là, souvent, le harcèlement raciste se produit sur les réseaux sociaux, et il est toujours en fait assez difficile, notamment les fournisseurs d'accès ou les plateformes
ne gardent pas ou ne modèrent pas comme il faudrait en fait tout ce qui est harcèlement raciste, et il est difficile en fait d'arriver à mener une plainte jusqu'au bout. Mais Cécile s'est vraiment accrochée et je crois que c'est très important. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les harceleurs racistes sachent qu'ils peuvent être poursuivis et que le procès peut aller jusque... Donc ça, c'est vraiment un cas important. Je voudrais aussi parler d'un ouvrage en fait que je conseille à tous, qui est écrit par une jeune journaliste belgo-congolaise, Jamambou, qui se nomme Peau noire, média blanc, paru en 2017, et qui, en fait, elle a fait tout un travail de recension sur toutes les, finalement, les stéréotypes, les clichés qu'elle trouve comme ça dans la presse, qu'elle lit en général ou dans les émissions de radio ou à la télévision. Donc vraiment, ça recense encore tout le travail et toutes les représentations problématiques qu'il y a aujourd'hui dans la plupart des médias. Donc, et elle a fait tout ce travail, en fait, d'abord à travers un blog, puis là, avec la parution de cet ouvrage. Et enfin, bien sûr, je voudrais parler de Rokhaya Diallo. Je pense que vous l'aviez contactée, elle aurait peut-être pu être avec nous aujourd'hui, mais je crois que voilà, elle a elle aussi, en tout cas, non seulement en France, mais aujourd'hui à l'échelle européenne, beaucoup contribué à ce qu'on reconnaisse qu'il y a vraiment un racisme institutionnel, structurel, non seulement dans les médias, mais voilà, dans bien d'autres sphères de la société. Donc, aujourd'hui, ce que je souhaiterais souligner, c'est que finalement, face à encore des situations qui évoluent trop lentement, c'est vraiment le courage d'individus qui osent finalement dénoncer ces situations et qui tentent en fait de faire bouger les choses, mais qui ne sont, à mon avis, pas assez soutenus notamment par des politiques. Et puis enfin, alors en dernier point, effectivement, peut-être donner quelques pistes qui me semblent intéressantes pour essayer de combattre ce racisme structurel. Le premier, je l'ai dit, c'est évidemment être avec des politiques en fait de recrutement tant qu'à mon avis il n'y a pas de journalistes en fait, donc même si le mot de diversité Rachid vous ne l'appréciez pas mais qui dit bien son nom, c'est-à-dire tant que les rédactions ne sont pas plus diverses, on n'aura pas, en fait, je pense, de contenu qui est réellement, en fait, le know-how et ce que les journalistes issus de la diversité connaissent, leur expertise, que ce soit justement en matière historique, en matière de discrimination, en matière sociale, manquera en fait aux rédactions pour, je veux dire, aborder ces sujets de manière juste. Donc évidemment, une meilleure représentation dans les staffs, mais également, je dirais aussi, des partenariats. Des partenariats parce que, effectivement, bon, on sait très bien, voilà, il y a des médias plus ou moins grands avec tous des objectifs, des lignes éditoriales spécifiques, mais rien n'empêcherait qu'aujourd'hui, justement, avec cette diversité qu'on a à la fois dans les différents médias, sur le net et tout ça, qu'il y ait des partenariats qui puissent permettre justement un échange de connaissances, un échange de bonnes pratiques et peu à peu aussi une sensibilisation, une formation des journalistes, j'allais dire, européens, blancs, qui parfois, je veux dire, c'est juste de la méconnaissance qui fait qu'ils continuent en fait à perpétuer des stéréotypes raciaux et coloniaux dont ils ont à peine conscience. Mais s'ils n'ont pas en fait la possibilité d'échanger avec des confrères ou des consoeurs qui leur font prendre conscience de ces failles-là, rien ne bougera. Donc, ces partenariats, ben, ils ne coûtent rien en plus. Donc, ce n'est en fait qu'une question de volonté. Et là, bon, voilà, il faut que, je pense, effectivement, les différents médias et les responsables de médias prennent leurs responsabilités. Et enfin, bien sûr, la question des contenus. On en a parlé dans le premier panel.
quand effectivement le professeur Bambra disait qu'il est très important aujourd'hui, en fait, finalement, avoir une histoire plus large de ce qu'est la colonisation et de ce que la colonisation européenne a apporté aux nations européennes, d'où vient la richesse. Tous ces contenus-là, on les trouve malheureusement encore très peu dans les grands médias. Par contre, de plus en plus, maintenant, effectivement, des journalistes ou des historiens ou des personnalités ou des activistes les rendent disponibles par des podcasts. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, je pense, que finalement, tous ces médias alternatifs ont un public de plus en plus important. Donc, en termes de contenu, bien sûr, il faut renouveler l'offre. Je finirai peut-être par une petite comme ça intrusion, parce que j'ai beaucoup parlé médias, parce que pour moi, quand même, il me semblait que le sujet principal de ce panel était sur les médias, mais faire une petite du coup intrusion dans le domaine vraiment de la culture, puisque étant journaliste culturelle donc pendant près de 20 ans, je suis aujourd'hui plus programmatrice artistique et expert culturel, et j'ai la chance donc de travailler au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, où il y a eu donc depuis en fait, déjà le début des années 2000, mais plus largement là depuis 2015-2016, la volonté de mettre en place une plateforme vraiment pérenne, dédiée à tout ce qui est scène artistique, afrodescendante et débat en fait, débat d'idées autour de l'Afrique et des afrodescendants et des diasporas. Et ça, finalement, je me rends compte à quel point c'est important, non seulement en interne pour l'institution, d'avoir su faire de la place pour créer en fait cette programmation-là. Ça n'a pas été simple, mais voilà, ça existe et c'est devenu vraiment finalement une grande fierté pour Beaux-Arts, mais c'est également un signe très important, évidemment, vis-à-vis de notre public, puisque aujourd'hui, je trouve que ce qui est important et magnifique, c'est que finalement, dans la même soirée ou dans le même mois, bon, hors évidemment période Corona, mais se croisent des publics extrêmement différents qui viennent. Parce que un dernier point que j'ajoute, mais c'est ce qui me frappe aussi finalement dans la multiplicité aujourd'hui des médias à laquelle on assiste, c'est finalement la polarisation pour moi des discours et des opinions qui se reflètent dans les médias. C'est-à-dire que aujourd'hui, finalement, chacun parle à sa communauté. Et on n'essaye plus, j'allais dire, de parler entre guillemets avec l'ennemi. On a laissé tomber, les groupes vraiment se referment sur eux, et je vois en fait cette polarisation et cet enfermement de toutes parts et de manière assez attristée. Je pense qu'en fait, en tout cas, de la part des afrodescendants, c'est totalement quelque part justifié parce que il y a eu, voilà, on a beaucoup attendu, on a beaucoup espéré et tout ça, et maintenant, ben, voilà, l'attente et l'espoir, voilà, on se prend en main, on crée ces outils-là, mais je pense qu'il faut continuer à créer ces ponts, à oser dialoguer. Donc, tous les espaces en fait où on peut se rencontrer, même si l'on n'est pas de la même opinion, même si l'on ne partage pas en fait les mêmes avis, sont des espaces importants. Les médias devraient y contribuer normalement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ayoko. Je vais vous poser quelques questions. Alors déjà, je vais commencer par le chat. Je vois que Mathilda Légitimus, par contre, je ne vois pas la suite de votre nom, j'en suis désolée, nous dit que son père était pionnier à la ORTF. Il est décédé le 18 janvier 2000 et il a lutté contre le racisme de la sphère médiatique. Pendant 35 ans, il a contribué à la création de RFO, donc c'est Gesip Legitimus, et de Black Hebdo et de plusieurs radios libres. Et il a été brutalement évincé des médias et souvent menacé comme un malpropre. Son combat, dit-elle, n'a pas beaucoup abouti et
Et le flambeau n'a pas vraiment été relevé et on ne parle de lui nulle part. Nulle part. Ben, Mathilda, on parle de lui aujourd'hui, on lui rend hommage. Merci au long combat qu'il a fait. Rachid, vous avez dit tout à l'heure que le CSA, lorsque vous y étiez, du coup c'était vous avez travaillé à constater qu'il n'y avait pas de diversité ou d'interculturalité, ça c'était un constat. Quel impact depuis par rapport à ce constat? Pourquoi est-ce que cette problématique est finalement toujours d'actualité encore 6-7 ans après ce constat? Qu'est-ce que vous pensez des quotas, de la discrimination positive? Est-ce que ça peut être un bon biais en attendant mieux? Ou est-ce qu'il faut renverser la table et trouver mieux tout de suite, hein? À titre personnel, mais c'est peut-être générationnel, je suis pas favorable au quota. Tout simplement parce que j'ai toujours craint qu'ils ne produisent des effets pervers et que l'on dise finalement telle communauté est représentée par un tel et un tel, c'est bon, maintenant on passe à autre chose. Donc je ne suis pas très favorable à ça, mais c'est une position très personnelle. Je sais, je comprends, mais j'essaie de rester dans la culture qui est la mienne, la culture franco-maghrébine, qui consiste à penser quand même que les êtres humains valent ce qu'ils sont et non pas ce qu'on essaie de faire d'eux. Et que de même que la discrimination, ça a longtemps reposé sur le cliché de l'image que l'on donnait des colonisés. Je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, on leur colle l'image de gens à qui on doit tendre la main pour qu'ils y arrivent. Donc, je suis toujours un petit peu gêné sur cette question des quotas. Par ailleurs, ce que j'ai constaté, moi, pour être très précis et très clair, en tout cas pendant les 6 ans où j'ai eu à gérer cette question à un haut niveau institutionnel en France, c'est que les périodes où la question de la diversité, avec les guillemets nécessaires, était portée politiquement, était plus facile pour prendre des décisions pour une institution comme le CSA. Et que malheureusement, ces questions-là sont totalement indexées à l'actualité. Et c'est-à-dire qu'il y a des périodes pendant lesquelles, tout d'un coup, on se souvient, après les émeutes en banlieue parisienne de 2005, le président français de l'époque, Jacques Chirac, avait effectivement sonné l'alarme en disant « il se passe quelque chose ». Et puis pendant 1 an ou 2, on a fait un petit peu attention, puis les choses retombent tout doucement. Donc, pour parler des résultats, on a eu très peu en 6 ans. On a donc mesuré tous les 6 mois la visibilité. Et c'était un travail vraiment sérieux, donc c'était pas fait au doigt mouillé. Et on a constaté qu'il y avait assez peu d'évolution. Alors, la difficulté, c'est qu'il peut y avoir des évolutions visibles, mais qui ne reflètent pas la réalité. En gros, quand on nomme au journal télévisé de TF1, la première chaîne française, un garçon qui s'appelle Harry Roselmack, qui est noir, on peut se dire qu'on a fait acte d'ouverture, et c'est une bonne chose, c'est une bonne visibilité. Mais si les reportages qui sont passés dans le même journal continuent de véhiculer les mêmes stéréotypes sur ceux qui ne sont pas présentateurs, on n'a pas beaucoup avancé. C'est pour ça d'ailleurs que la question des quotas me bloque un petit peu, parce que je pense que c'est pas une solution et que la révolution culturelle elle doit se faire de façon un peu plus profonde et individuelle. Et c'est pour ça que je reviens sans arrêt à ma marotte de l'Europe, et je profite de pouvoir le dire aujourd'hui, c'est que, en gros, les pays de l'Europe occidentale sont tous bloqués, chacun d'entre eux, avec leur histoire coloniale. Et donc, ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer. Et aujourd'hui, ils s'en dépêtrent de moins en moins et d'une façon de plus en plus compliquée, parce que les jeunes générations leur font des reproches que les anciennes générations ne leur ont pas faites. Ils n'ont pas fait ces reproches jusqu'à présent. Donc, il y a une nécessaire adaptation. Et je pense que si on a une façon de se sortir du face-à-face, et je prends à nouveau le cas France-Algérie, qui est celui que je connais le mieux, si on veut sortir de ce face-à-face de « c'est toi qui as commencé » ou « c'est toi qui as… » En gros, vous savez, le débat qu'on a eu en France sur les bienfaits de la colonisation, ce qui a été une marche arrière extraordinaire, parce qu'il y a des gens qui sont convaincus qu'il y avait des bienfaits à la colonisation, et c'est étonnamment les descendants des colons.
Et il y a des gens qui pensent que la colonisation n'a eu que des mauvais effets. Et ce sont bien évidemment les descendants des colonisés. Donc, c'est pour ça que moi, je suis toujours gêné de personnaliser ces questions et de les nationaliser d'une certaine façon parce qu'on n'en sortira pas. Dans la question qui me concerne, la France et l'Algérie, si je ne prends pas, moi, des initiatives comme ce que j'essaye de faire en ce moment par le lancement d'une plateforme numérique entre la France et le Maghreb, je pense que politiquement, on attendra encore de très nombreuses années avant que quelque chose se passe entre les deux pays. D'autant plus, il faut être honnête, qu'il y a des blocages dans les deux côtés et qu'il y a aussi des blocages dans les anciennes colonies, des blocages politiques, sociaux. Donc, il y a aussi une réécriture de l'histoire qui est nécessaire. Et c'est pour ça qu'il me semble, moi, qu'au niveau du continent européen, vu la diversité, pour le coup, j'utilise le mot, la diversité des moyens de coloniser, des pays qui ont été colonisés, peut-être qu'on peut avoir une réflexion un peu globale en se disant ce qui était mal, c'était la notion même de colonie. Parce qu'aujourd'hui, on en est à diviser la colonisation en disant les Britanniques, ils s'en sont bien tirés, les Français, ils s'en sont mal tirés. Là aussi, on est en train de se tirer des balles dans le pied en faisant ça. Les Belges, je parle sous le contrôle d'Ayoko, qui connaît les deux pays, qui connaît la Belgique et l'Afrique, les Belges peuvent se dire d'une certaine façon, oh, on a fait ce qu'on a pu, mais comment faire oublier qu'une partie du Congo appartenait à un roi belge? Et puis, pour faire référence à Pierrette, il y a aussi tout cet aspect extrêmement lourd aussi du fait que la colonisation, notamment de l'Afrique noire, elle continue aujourd'hui d'une certaine façon avec des relations entre la France et l'Afrique noire qui ne sont pas saines. Donc, j'en arrive à ma proposition à nouveau, pardon d'être insistant, mais est-ce que notre bonne Europe, qui finalement est un espace démocratique avec tous ses défauts, ne peut pas être un espace dans lequel on puisse essayer de déposer un peu nos charges, et notamment nos charges coloniales, de se dire nous en avons tous d'une certaine façon. Pierrette l'expliquait tout à l'heure, on oublie souvent de dire qu'effectivement, l'Allemagne a été une puissance coloniale jusqu'à ce que l'histoire le lui interdise. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas sues et je pense que c'est peut-être à un niveau un peu plus large que le niveau national qu'on peut avancer parce que sinon, on n'en sortira pas. En fait, les histoires coloniales sont souvent devenues des histoires familiales. Et c'est en ça que c'est terriblement douloureux pour ceux qui les vivent. Moi, je me rends compte vraiment aujourd'hui dans la France de 2021, c'est que l'histoire coloniale est devenue une histoire qu'on s'est transmise, et d'un côté comme de l'autre, et que je ne pense pas que la bonne volonté suffira pour qu'on en sorte. Juste un point sur quelque chose qu'a dit Ayoko et qui va dans le même sens. Personnellement, je me bats contre l'idée de communautarisation. Je me bats très profondément dans le pays où je vis parce que je crains que ce soit le pire des pièges dans lequel on tombe. Et j'apprécie effectivement le fait que les médias alternatifs, pour prolonger ce que disait Ayoko, que les médias alternatifs essayent d'ouvrir de nouvelles fenêtres de vue. Je pense que ça, c'est une très, très bonne chose. Mais est-ce que parfois, en ouvrant des nouvelles fenêtres pour des communautés extrêmement resserrées, est-ce qu'on n'est pas en train de démultiplier le problème? C'est une question essentielle pour moi. Merci beaucoup, Rachid. Et je partage le fait que, effectivement, les quotas, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt ou l'alibi qui permet de ne pas aller plus loin, de se contenter d'un noir ou d'un arabe à la télé. Ayoko, peut-être que vous pouvez répondre à des sujets qui ont été soulevés par Rachid. Le temps est passé très, très vite. J'ai encore plein de questions, mais du coup, si vous voulez peut-être réagir, il y a des sujets qui étaient dans mes questions. Donc, allez-y, je vous en prie. Peut-être, oui, de petits mots pour justement apporter une dimension un petit peu, j'allais dire, peut-être sur les quotas, justement, cette fameuse question importante, mais une dimension un peu contradictoire parce que, pour le coup, je pense que dans une sphère, par exemple, comme celle des médias, qui est si importante, puisque on s'aperçoit quand même que c'est par ces biais-là que, je veux dire,
des idées, de nouveaux contenus, de nouvelles manières de voir et tout ça peuvent vraiment toucher un large public, moi, je serais en fait assez pour. Parce que sinon, finalement, cette décision, ce changement est laissé au bon vouloir, en fait, donc des responsables ou de groupes. Et on sait, en plus, Dieu sait si maintenant, en fait, il y a d'autres intérêts qui parfois sont aux manettes, en fait, des médias. Et donc, en fait, rien ne bouge. Et les journalistes issus de la diversité ou de la diversité continuent, je veux dire, à galérer, ne trouvent pas de poste dans les grands médias et sont obligés de s'expatrier pour la plupart aux États-Unis, au Canada ou autres. Et c'est juste tellement triste, en fait, parce qu'aujourd'hui, dans aucun pays, je pense, européen, ou en tout cas une grande, peut-être quelques pays, mais dans une grande majorité de pays européens, il y a des journalistes formés issus de la diversité. Ils sont là, ils ont tout à fait des compétences, voilà. Mais c'est juste, voilà, il n'y a aucun levier pour obliger effectivement les médias à les recruter. Et donc, ils restent continuellement sur, je veux dire, effectivement, soit en devant effectivement être dans des médias associatifs ou alternatifs alors qu'ils n'en ont pas nécessairement envie, ou alors avec le choix de s'expatrier ou de changer de métier. Et c'est juste inadmissible. Et ça, je veux dire, les jeunes aujourd'hui qui continuent à se former justement dans des écoles de journalisme qui sont excellents, qui parfois justement aussi, par leur background culturel, parlent 2, 3, 4, 5 langues. Hein, alors qu'un journaliste, je veux dire, européen n'en parle qu'une, voire deux, pas très bien. Hein, et malgré tout ça, malgré leurs compétences et tout ça, sur une question de couleur de peau uniquement, ils ne sont toujours pas représentés. C'est juste, c'est pas possible. Donc moi, si vous me trouvez une autre solution que celle des quotas pour obliger les rédactions à s'ouvrir, je veux bien, mais je ne vois pas lesquelles. Et en attendant, les décennies passent et aujourd'hui, quand on se dit qu'en 2021, ben voilà, regardez les rédactions, il y a encore, je ne sais pas si vous avez vu en Belgique, il y a quelques mois, cette couverture qui a fait grand scandale là, du vif sur et s'ils étaient noirs, voilà. Avec donc Charles Michel, le pape, tout ça grimé en noir. Bon, après, voilà, la rédactrice en chef a expliqué en fait le propos et la couverture, mais quand même, à cette occasion-là aussi, a dû reconnaître que aucun journaliste noir n'était dans la rédaction. Et c'est pour ça que cette couverture est passée. Parce que s'il y avait eu un journaliste noir, on leur aurait dit, mais non, en 2021, c'est plus possible de faire ça. Ça, non, non. Donc, voilà. Donc, moi, bon, et le vif, voilà, n'est pas spécialement, je veux dire, un journal, je pense, conservateur et d'extrême droite. Donc, vous imaginez si déjà dans des journaux, on va dire, plutôt ouverts et tout ça, on a une telle frilosité, ce que c'est dans voilà, les rédactions plus conservatrices. Donc, je pense que voilà, obliger à ce que et notamment un peu, on va dire, les médias traditionnels bougent et s'ouvrent à cette diversité avec des outils un peu contraignants serait une bonne chose. Merci beaucoup. Je suis très frustrée parce qu'il est déjà 52 et que j'ai déjà grignoté le temps de conclusion de Pierrette. De toute façon, je pense qu'on sera amené à se revoir et à discuter encore ces questions, notamment pour mon rapport. Je crois que c'est important. Et je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que l'échelle européenne est la bonne échelle pour traiter de ces sujets. D'une part, parce que ça permet de dépassionner un peu toutes les questions coloniales. Et notamment, on en a parlé un petit peu à Yoko, la douloureuse question de la restitution des biens spoliés. C'est une question que je voulais poser, mais du coup, on n'a pas le temps, mais qui est un serpent de mer infernal qui prend aujourd'hui de l'ampleur par des actions assez hard.
Rachid, vous voulez peut-être dire quelque chose, allez-y. Oui, mais vas-y, allez-y Rachid, et après je te dis un petit mot. Merci, pardon. Mais comme je dois vous quitter dans pas longtemps, je voulais quand même essayer de partager avec vous un point positif. Il me semble que de ce que j'ai appelé l'interculturalité actuellement, tant que je n'ai pas trouvé un meilleur mot, il y a quand même des choses qui sont évidentes comme le nez au milieu du visage. Sur la plateforme sur laquelle je travaille, on s'est rendu compte qu'en matière de musique, en matière d'humour, en matière de littérature, en matière de sport, tous ces domaines de la culture au sens très large ont été très largement investis par toutes les origines. Et je parle notamment pour le pays qui est le mien, mais je sais que c'est le cas notamment en Belgique, l'exemple que je connais le mieux après la France, je connais moins la situation allemande. Et je me rends compte qu'il y a, qu'on le veuille ou non, en Europe, un glissement des codes culturels. Et que tout doucement, l'Europe est en train de retrouver une certaine relation avec la culture de l'autre côté. Et je peux en prendre deux exemples. L'exemple de la musique rap, par exemple, qui est aujourd'hui une musique qui est fabriquée à 90% par des enfants de l'immigration maghrébine. Et qui est une musique qui a un sens aujourd'hui, dans la société française, comme elle a un sens dans la société américaine. Et cette force-là, elle n'est pas venue, pardon Yoko, de quotas ou de volonté étatique, elle est venue de la création artistique et de sa visibilité. Là, je vous rejoins tout à fait. L'autre exemple que je voulais prendre, c'est celui de la littérature. Moi, je suis frappé dans la jeune littérature française du nombre de jeunes femmes, d'ailleurs, très très souvent, qui reprennent l'histoire là où leurs grands-parents les ont laissés. Et notamment quand vous voyez des gens comme Alice Zéniter, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ses romans, notamment L'Art de perdre, qui était un roman qui l'a rendu célèbre, mais des tas d'autres jeunes romancières françaises, ou des cinéastes, comme la cinéaste Mai Wen, par exemple, qui sont toutes en train de retrouver les combats de leurs grands-parents et de leurs parents qui ont été abandonnés, et ils le reprennent à leur façon, et d'une façon extrêmement moderne et extrêmement efficace. Et que donc, moi, il me semble que l'expression artistique a toujours été le fer de lance de l'antiracisme. Et que c'est le point positif que j'avais envie de partager avec vous, parce que sur ces questions-là, à mon âge et avec l'expérience que j'ai pu acquérir, je me dis que si on cherche toujours et si on attend tout le temps une décision du dessus pour que les choses s'améliorent, on risque d'attendre encore longtemps. Et que là, il y a une vraie poussée sur vraiment, je parle sous le contrôle d'Ayoko qui connaît ces choses au moins aussi bien que moi. Je pense qu'il y a une vraie poussée de la création de ce qui vient d'Afrique. Alors moi, c'est ce que je connais le mieux, c'est quand même l'Afrique du Nord, le Maghreb, mais je vois à quel point les codes culturels en Europe sont en train d'évoluer. Et quand on regarde de très près, quand on voit les sonorités, y compris dans des mondes comme l'art plastique, etc., on voit à quel point la culture du Sud prend de plus en plus sa place. Même dans le langage français, dans le langage quotidien français, on voit le nombre de mots en arabe qui sont utilisés par des jeunes Français qui n'ont aucune relation avec le Maghreb. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Et puis un dernier exemple, et j'avais promis de ne pas être long, mais j'y tiens beaucoup. Ce n'est pas parce que je suis un mec que je vais dire ça, mais dans le domaine du sport, qui est un domaine auquel je conseille à tout le monde de s'intéresser, il se passe des choses assez étonnantes. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, qui a été remportée par mon pays natal, mais je n'ai aucun chauvinisme particulier là-dedans. Je suis très content que la France gagne aussi. Ça, c'est aussi l'avantage de l'interculturalité. On gagne souvent 2 fois. Et je me suis rendu compte à cette époque-là, en regardant les équipes nationales de football du Maghreb, donc du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie. Je me suis rendu compte qu'une des stars de l'équipe du Maroc s'appelait Manuel Dacosta, qu'une des stars de l'équipe de Tunisie s'appelait Dylan Brown et que l'une des stars de l'équipe d'Algérie s'appelle Andy Delors. Je voudrais juste mettre ces 3 petites choses-là, parce que souvent, quand on m'interroge sur les théoriciens du grand remplacement, etc., je leur dis, vous n'avez rien compris au sens de l'histoire. L'histoire, elle circule sans arrêt. Si aujourd'hui, il y a autant de binationaux, notamment
dans les équipes de football au Maghreb et des gens qui ont été souvent formés au nord et qui jouent au sud et qui n'ont plus la Méditerranée à traverser. C'est plus un obstacle. Et je pense qu'il faut aussi aller chercher les points positifs en ce moment. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de Floyd, on a parlé de tous ces, ce qui ne sont pas des faits divers, mais des faits de société qui font mal à des populations, qui laissent de nouvelles blessures, qui font que les blessures des parents qui n'étaient pas réparées se rouvrent aujourd'hui. Moi, je pense que de temps en temps, il faut donner aussi un peu d'espoir aux populations et surtout aux jeunes populations et de leur dire vos grands-parents, ils se sont battus, vos parents, ils se sont battus comme ils ont pu, mais ce que vous faites, vous, en ce moment, c'est pas si mal. Tout à fait. Juste un petit mot, Salima, si j'ai encore le temps. Non, je suis tout à fait, bien sûr, d'accord, Rachid, hein, sur ce rôle important des artistes et de la culture. Et je voudrais justement, en fait, rapidement évoquer ce très beau projet qui s'appelle Everything Passes Except the Past, qui est un projet triennal qui a été porté par le Goethe-Institut pour justement vraiment avoir une conversation à l'échelle européenne sur toute la question finalement de décolonisation des musées et des nouvelles pratiques curatoriales. C'est un projet tout à fait passionnant avec des workshops itinérants auxquels j'ai eu la chance de participer et un livre en fait qui présente tout le projet avec à la fois des académiques, des universitaires, des artistes bien sûr qui ont participé, des chercheurs, sera présenté lors d'un webinaire que co-organise donc le Goethe-Institut Bruxelles et Beaux-Arts et ce sera le 20 avril prochain, donc juste mardi prochain à 19h. Voilà, volontiers, n'hésitez pas à me contacter ou si vous allez sur le site de Beaux-Arts. Et vraiment, je vous conseille effectivement si vous pouvez, d'assister à cette conversation parce que c'est passionnant de voir finalement le dialogue entre une chercheuse allemande, un activiste. Mais on s'aperçoit que c'est à la fois c'est une conversation nécessaire, je pense, à cette échelle européenne et de voir aussi à quel point finalement les situations sont mine de rien et les contextes sont si particuliers à chaque pays et les dynamiques aussi propres à chaque pays. Mais comme vous le dites si bien, en tout cas, Rachid, toutes les anciennes puissances coloniales aujourd'hui sont confrontées à finalement à devoir réellement réinvestir ce passé et trouver aujourd'hui une manière plus juste de le présenter et de le partager. Donc, c'est vraiment un enjeu européen tout à fait et capital pour lutter contre le racisme. C'était juste Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vais pas relancer, pourtant j'ai très très envie de relancer, mais bon, il n'y a plus le temps, on doit libérer en plus les interprètes que je remercie énormément pour leur aide à notre travail qui est vraiment, vraiment très précieuse. Merci à vous deux, merci aux autres intervenantes du premier panel. Pierrette, pour le mot de la fin. Oui, alors donc tout d'abord, moi je vous remercie, c'était très, très intéressant. C'est dommage pratiquement que l'on n'ait que 2 heures parce que je serais volontiers revenue sur certains thèmes. En conclusion, je peux dire, ce que vous attendez de nous tous, c'est aussi une volonté politique pour que tout change. Cette volonté politique, nous l'avons, nous autres, enfin avec mes deux autres collègues, personnellement, moi aussi, en tant que coprésidente de Hardy Anti-Racism and Diversity. Mais je voudrais malgré tout, avant de revenir, il y a beaucoup de choses qui m'ont frappée. Alors, je prends quelques termes. Le mot l'exclusion, oui, l'exclusion des minorités. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans dans des universités et je peux vous dire, en 30 ans jusqu'à la fin, il n'y avait pas d'autres femmes noires. J'ai été parallèlement pendant 10 ans dans un lycée, jusqu'à la fin, il n'y en avait pas d'autres. Ça, c'est aussi un point sur lequel nous devons travailler. Jusqu'à la fin et jusqu'à aujourd'hui, j'ai quitté, il n'y en a pas d'autres. Donc, la politique d'exclusion, c'est un point sur lequel nous pouvons, au niveau européen, je pense que là, nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons au moins nous atteler à cela, à ce que cette politique-là, elle n'existe plus, elle ne devrait plus exister au XXIe siècle. Il devrait y avoir dans tous les domaines, que ce soit dans les médias. Moi, je parle de l'enseignement que je connais le mieux, puisque j'ai enseigné très longtemps. Le thème de Rachid tout à l'heure, c'est Rachid qui, oui, il a parlé de l'interculturalité. Ce thème, on l'a vu en Allemagne dans les années 2000. Et vous allez rire maintenant,
On nous a dit non, pas interculturalité, parce que tout le monde a interculturalité, c'est ce qu'on utilisait en Allemagne, et on nous a pratiquement poussé à l'enlever pour revenir à la diversité. Les quotas, personnellement, je suis pour les quotas, parce que je dis, lorsqu'on a eu besoin de femmes, on a fait des quotas, au moins pour l'Allemagne, on les a trouvés. Alors qu'on disait toujours, il n'y en a pas. Pour les minorités, c'est la même chose. Moi, je sais qu'on a toujours dit, il n'y a personne, il n'y a pas de femmes noires dans la politique, il n'y a pas si, mais si, maintenant, on en a par exemple pratiquement, je ne sais combien, qui vont se présenter. Vous avez aussi, on a parlé tous, vous avez tous parlé de ce qui m'a beaucoup touché aussi, donc le racisme institutionnel et structurel, qu'est-ce qu'on peut faire contre comment nous avons la volonté politique de travailler avec les associations, avec la société civile, afin justement que l'on parvienne à un changement. Et je peux vraiment vous affirmer que c'est notre but à nous, au niveau du Parlement européen, non seulement la mise en œuvre du plan d'action, mais aussi de tenir compte de ce que vous avez dit. Alors, sur la frilosité dont Ayoko a parlé, oui, la frilosité, c'est vrai, c'est un problème que l'on retrouve pratiquement partout, ainsi que les États européens qui sont bloqués par leur histoire coloniale. Si je prends le cas de l'Allemagne a déjà donc l'Holocauste et tout ce qu'il y a eu pendant la partie nazie, et évidemment la colonisation est complètement inexistante. Je peux vous dire qu'un élève normal allemand qui a fait le baccalauréat et tout, un étudiant normal, quand vous lui dites que l'Allemagne a été une puissance coloniale, et bon, il vous en veut pratiquement, il vous dit peut-être que vous rêvez. Dans ce sens-là, il y a donc la restitution de ces crânes, mais il y a aussi la restitution des objets d'art. Et la restitution des objets d'art, je sais que pour le Sénégal, dont je suis originaire, la France a remis le sabre de El Hadji Omar. Oui. Donc, il va falloir aussi retravailler dans ce sens-là, mais il faudrait aussi que l'on sache, est-ce que dans les pays, lorsqu'on va les rendre, est-ce qu'on va pouvoir les conserver pour les autres générations? Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Donc, parmi encore les problèmes que vous avez évoqués et que nous allons tenir compte dans nos travaux, le Sud, que peut faire le Sud, la politique avec le Sud? Personnellement, comme je suis la vice-présidente de la commission développement, j'ai un amendement et on demande toujours sur le même pied d'égalité que nos rapports avec les pays ACP doivent être des rapports d'égalité, non plus condescendants, comme ça a toujours été, non de cela. Vraiment, nous avons mis cela dans ce qu'on appelle les accords post-Cotonou, donc c'est là-dedans, et je peux vous assurer que l'on va tout faire pour travailler dans le sens que vous nous avez expliqué aujourd'hui, et surtout quand on va venir à la question aussi des médias, la politique de recrutement. C'est une politique, vous avez vu au Parlement européen, nous sommes très peu nombreux et nombreuses. Je dis nombreuses parce qu'il y a surtout des femmes, et en ce qui concerne par contre l'Afrique, le seul homme noir que l'on avait, il est parti malheureusement avec le Brexit. Ce n'est pas de sa faute. Il est évident aussi, ce qui est l'Observatoire de la diversité, ce serait une chose qui pourrait être faite dans tous les pays, mais nous avons le même problème qu'en France. Il est interdit en Allemagne de faire des études en classifiant les gens. Donc ça, c'est déjà le premier problème que l'on peut avoir en Allemagne. C'est officiellement interdit, même s'il y a actuellement un grand projet qui est en train de se faire, Afrocensus. Il va y avoir peut-être aussi des difficultés au moment de présenter ce projet-là à cause de cette loi-là. Donc, c'est-à-dire volonté politique, il va falloir agir au niveau des lois, il va falloir agir au niveau des États, parce qu'il n'y a pas que la France et la Belgique. Je vois par exemple quand on prend l'Allemagne, qui est quand même la plus grande puissance de l'Union européenne, il va falloir prendre vraiment qu'en Allemagne, on a encore énormément à faire, d'autant plus qu'on a aussi un grand conflit générationnel. Ceux qui ont travaillé avant les médias, avant qu'on ait Google et tout ça, sont mis à l'écart. Et il y a cette jeune génération qui est très active, qui est très, très bonne aussi, a tendance à toujours faire « Ah, on a tout trouvé maintenant depuis une dizaine d'années ». Donc là aussi, il va falloir faire un travail vraiment très sérieux entre nous.
entre tous ces pays-là. Et peut-être la dernière chose sur laquelle on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est sur la violence policière. Hein. La violence policière dans tous les pays d'Europe, comment ça va continuer? Faut-il laisser? Bon, la Belgique, on voit tout le temps, il y a des tas de problèmes, mais on a aussi exactement la même chose en Allemagne. Il y a aussi tous ces jeunes gens qui sont décédés. On ne voudrait pas terminer sur une note de frustration, comme on en a parlé, non pas de frustration. Nous avons tous la volonté de travailler, de changer. Enfin, mes collègues, Salima, Alice, nous toutes qui sommes ici, nous voulons à la fin de ce mandat que nous ayons au moins fait un grand pas en avant. Et pour cela, donc, on vous remercie très sincèrement, vous qui êtes à l'écoute. Malheureusement, le 20 avril, moi, je ne pourrai pas prendre part à votre webinaire parce que j'en ai un moi-même, femme de la diaspora. Oui, femme de la diaspora. Mais c'est très intéressant. Je m'intéresse beaucoup personnellement à la culture, comme je vous l'ai dit, à cause de ce Black History Week que je faisais toujours en Allemagne. Et un point qui a été aussi, peut-être que je tiens un tout petit peu à le dire sur la fin, c'est que l'année dernière, nous avons fait venir à Erlangen, dans ma ville natale, les manuscrits de Timbuktu. Et ça a été, vous voyez, ça venait donc du sud pour l'Allemagne. Et finalement, cette exposition tourne depuis septembre, non, depuis même 2 ans maintenant, 2 ans, dans toute l'Allemagne. Donc, le Sud peut apporter quelque chose à l'Europe et si on s'ouvre, on est prêt à dialoguer sur le même pied d'égalité, c'est exactement ce que nous disons. Nous allons pouvoir peut-être pas abolir le racisme, ça il ne faut pas rêver, mais au moins à changer les mentalités et changer avec les jeunes. Hein, car nous avons tous besoin de nous ressourcer et de revoir tous les pays, tous les États membres, notre politique, notre histoire, une histoire commune. Et grâce à cette histoire commune, nous parviendrons donc à créer le monde, ce monde nouveau auquel nous voulons tous participer. Je vous remercie très sincèrement. Je remercie les interprètes pour avoir un tout petit peu exagéré avec le temps. Les collègues, tout le monde. C'était un plaisir pour moi d'avoir pu suivre cette visioconférence et je pense que l'on pourra se revoir encore dans les prochaines années. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Voilà. Merci. Ciao.